C'est très bon après-midi, bienvenue sur Estrategias Militar, nous sommes en direct en ce moment. 20 juin 2026, JD Benz tombe dans le piège de l'Iran et ferme Hormuz ainsi que sa route vers la Maison Blanche. Attention à ce qui se passe, attention à ce qui est en train d'arriver, car il y a ici quelque chose de plus que nous n'avions pas envisagé. Les détails, les plans de Donald J. Trump ici dans Stratégie militaire. Famille, vos likes, vos commentaires. On y va à fond, on part en direct jusqu'au Moyen-Orient. C'est parti. Très bon après-midi à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous avons commencé à l'heure, c'est nouveau. Nous avons commencé ce direct à 21h, merci beaucoup, samedi. J'aurais pu attendre un peu plus longtemps, honnêtement j'aurais pu attendre 1 heure de plus. Mais je me rongeais déjà les ongles, il ne m'en reste plus. Je me dis que je dois raconter ça à la communauté, leur dire ce qui se passe. À la Maison Blanche, ce qui se passe avec JD Benz, ce qui se passe au sein du Parti républicain. Que se passe-t-il en Israël? Que se passe-t-il au Liban? Ont-ils pris ou non la fameuse montagne dont nous parlions hier? Eh bien, tous ces détails, ici dans Stratégie militaire, vous aurez le plaisir d'en profiter tous ensemble cet après-midi. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Merci de vous abonner à cette chaîne qui est la vôtre. Une chaîne d'information où les nouvelles sont racontées différemment, où personne ne nous paie et où nous pouvons dire ce que nous voulons, quand nous le voulons, et comme nous le voulons. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Eh bien, il y a quelque chose à laquelle nous n'avions pas pensé. Quelle est la meilleure façon d'écarter un rival lors d'une course politique vers la Maison Blanche? Comment pourrions-nous mettre fin à ces ambitions? Et JD Benz? Le voilà. C'est JD Vance, vice-président des États-Unis d'Amérique. Si Donald Trump n'était pas au pouvoir, si Donald Trump devait partir pour une raison médicale, pour une raison quelconque, ou à cause d'une mort subite, il serait l'homme le plus puissant de la Terre. C'est lui aux commandes. De la plus grande puissance militaire jamais vue. Non, Marco Rubio. JD Vance représente une partie du Parti républicain qui est à la droite de la droite et qui n'aime pas Israël, par exemple. Il n'aime pas beaucoup de choses. Mais il fait partie du Parti républicain, à tel point qu'en nombre de voix, il a dû s'aligner avec Donald J. Trump, ou Donald J. Trump a dû l'accepter dans l'équipe de la Maison Blanche. Des amis comme Tucker Carlson et quelques autres soutiennent la candidature de Vance pour 2028. Tout le monde l'aime. L'autre jour, hier, on n'en parlait pas ici en direct, un journaliste posait une question à Trump. Il demandait à Trump s'il pense que le prochain président des États-Unis d'Amérique n'aimerait pas les réformes qui ont été faites à la Maison-Blanche. C'est-à-dire peut-être qu'il ne serait pas d'accord avec toute l'infrastructure des travaux par là-bas. Et Donald J. Trump répondait:
Donald J. Trump disait: les Cubains aiment l'or. Il veut dire ça, que le prochain président des États-Unis d'Amérique, sur lequel Donald J. Trump va tout miser, sera d'origine cubaine. Il veut dire que Marco Rubio est l'option de Donald J. Trump, mais il mène une campagne contre Vance. Donald J. Trump disait en public cette semaine même: si l'accord avec l'Iran échoue, je blâmerai Gillicide. Il l'a déjà fait une fois. Il l'a envoyé au Pakistan pour se ridiculiser. Bien sûr, nous n'avions pas envisagé ce scénario, nous ne l'avions pas envisagé. Comment freiner les ambitions politiques de J.D. Vance? Très facile. Le faire échouer. L'échec dans la politique des États-Unis d'Amérique, c'est fermer des portes qui ne se rouvriront jamais. Nous parlons par exemple du désastreux accord de Barack Hussein Obama. Celui que Donald J. Trump utilise tant pour attaquer le Parti démocrate. Si nous partons de cette base et commençons à comprendre réellement que JD n'est pas un ami d'Israël, et que lorsqu'il entrera à la Maison-Blanche, les choses vont devenir très difficiles pour Israël. Israël, Marco Rubio et Donald J. Trump doivent absolument éviter par tous les moyens que JD arrive à la Maison-Blanche. JD a tout misé sur la carte de l'Iran. C'était et reste sa seule bouée de sauvetage. JD, pendant cette première année et demie de l'administration de Donald J. Trump, n'est pratiquement pas apparu dans les médias. Nous avons observé les interactions quotidiennes de Marco Rubio et son organisation efficace de la question du Venezuela. Très rentable pour les objectifs des États-Unis d'Amérique, pas pour le peuple vénézuélien. Je le répète, Marco Rubio avec Donald J. Trump. Marco Rubio a été désigné par Donald J. Trump pour gérer, superviser la question du Venezuela, pour que les intérêts des États-Unis d'Amérique prévalent au Venezuela. Ça se passe bien. Il parvient, d'une part, à faire en sorte que le régime réduise les tensions avec la population civile. D'une certaine manière, il obtient des résultats. Et il a évité une guerre civile. Marco Rubio est aussi celui choisi pour faire pression sur le régime cubain. Un autre des grands objectifs figurant sur la feuille de route de l'administration actuelle de Donald J. Trump. Mettre fin à plus de 60 ans de dictature cubaine. Cela semble facile, mais ça ne l'est pas du tout. Canel sait que Marco Rubio est un candidat potentiel de la Maison-Blanche. C'est pourquoi il sait que Marco va essayer par tous les moyens de s'attribuer la médaille de Cuba. Pendant ce temps, nous avons un JD qui, comme prix de consolation, reçoit une récompense qui ne va pas du tout lui plaire. On lui a donné le bulletin de l'Iran. Un bulletin difficile. Un pays avec des aspirations nucléaires qui menace directement la sécurité des États-Unis d'Amérique, dans la région et même aux États-Unis eux-mêmes. Qui menace ses alliés et qui veut des armes nucléaires pour détruire la moitié de la planète. Et il a été envoyé au Pakistan. Là-bas, au Pakistan, il a rencontré le pire du régime. Ceux qui sortent des drapeaux pour brûler les États-Unis d'Amérique. Là-bas, on voit même Ghalibad, le modéré. Et ne vous y trompez pas. Voilà Ghalibad. Il prend le drapeau pour le brûler, bien sûr. Jadid a été envoyé au Pakistan et ça ne s'est pas bien passé. Jadid est revenu sans accord et avec une défaite politique désastreuse.
À ce moment-là, J.D. Vance s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir. Il l'avait envoyé là-bas pour ne rien signer, simplement pour le mettre devant une caméra et dire « Nous avons échoué. Il n'y a pas d'accord avec l'Iran. » Ce n'est pas qu'ils aient terminé. Ils doivent accepter ce qu'ils ont accepté maintenant. Finalement, ils l'ont accepté. La même clause et les mêmes points que l'Iran avait proposés lors de ce voyage au Pakistan sont ceux qui viennent d'être signés. Donald J. Trump lui a directement dit non, que cela n'allait pas être signé. ¿Por qué? Famille, nous sommes en direct en ce moment ici sur Stratégie militaire. Nous vous racontons quelque chose qui peut sembler une bêtise, mais le temps pourrait nous donner raison d'une manière ou d'une autre. On envoie Jadid au Pakistan, soi-disant pour signer. Un mémorandum très similaire à ce qui a été signé cette semaine. Pourquoi cela n'a-t-il pas été signé là-bas? Ce n'est pas clair. Il fallait faire la une sur l'échec de Jadid, celui qui critiquait le plus la guerre. Celui qui a mis le plus de pression sur Donald J. Trump pour qu'il n'attaque pas l'Iran. Il avait échoué. Il était tombé. Jadid n'a pas réussi. Il s'est ridiculisé. Et il a commencé à passer pour un dirigeant faible. Il n'avait pas réussi à persuader l'Iran de signer l'accord. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Le nouveau Jadid commence à tirer les ficelles pour convaincre les fanatiques d'Iran qu'il faut ouvrir le détroit d'Ormuz. Donald Trump qui se moque vraiment de savoir si on ouvre ou non le détroit. Parce qu'il a du pétrole et gagné beaucoup d'argent. Envoie de nouveau Jadid pour que ce soit lui qui dirige la signature de l'accord avec les Iraniens. Un accord qui lui rapporte plus d'argent en une seule journée. Comme le dit Audio Historia, Ariel Kanievski, en une seule journée, cela rapporte plus d'argent à l'Iran que tout l'argent que les États-Unis ont donné à l'Iran depuis 1948, la fondation de l'État d'Israël. Jusqu'en 2026, Jadid en plus passe à la télé pour déclarer la guerre politique à l'Iran. Jadid sort et offense le peuple d'Israël. Jadid sort et critique Israël pour avoir éliminé des terroristes responsables de la mort d'Américains. Il sort en mentant en plus, accusant Israël de choses qui ne sont pas vraies et qui ont été facilement vues et démontrées par la suite. Aujourd'hui, le 20 juin 2026, il se passe ce que nous savions qui allait arriver. Les types de la garde révolutionnaire, qui ont découvert que leur arme nucléaire ne contient pas d'uranium, mais qu'elle s'appelle la bombe Hormuz, l'ont refermée à nouveau. L'Iran referme à nouveau le détroit d'Ormuz. Écoute. Attention. Ceci est le PAH-AV, Garde révolutionnaire islamique d'Iran, Nord-AV. En raison de la pression du Faya-Banan et de la violation de l'engagement des États-Unis concernant le cessez-le-feu, le détroit d'Ormuz est de nouveau fermé à tous les navires. Il est souligné que le détroit d'Ormuz est fermé. Tous les navires reçoivent l'ordre de ne pas s'approcher du détroit. Audice. Attention navire, le détroit d'Ormuz est fermé. Le détroit d'Ormuz est fermé. L'accord signé par Vance et Trump n'a même pas duré 24 heures. L'accord de Versailles. La reddition de Versailles. La deuxième reddition de Versailles. La deuxième. La première, c'était l'Allemagne de la Première Guerre mondiale. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous allons entrer dans une dynamique, à une époque où, le matin, quand quelqu'un se réveille en Iran et dit « Allons-nous embêter les États-Unis d'Amérique ? Fermons-nous le détroit d'Ormuz parce que ce qui avait été signé n'est pas respecté ou parce qu'il se passe quelque chose au Liban. Sujet Liban.
Hier, désespéré, Donald J. Trump pour ne pas laisser J.D. Vance dans une situation encore pire. Il tire les ficelles sous la pression de J.D. Vance, qui lui dit de parler avec Bibi pour qu'il arrête au Liban. Il n'a pas osé appeler Bibi. Donald J. Trump a dû le faire indirectement via le commandement militaire. Et puis, il y a eu des conversations entre Marco Rubio et Netanyahou, mais pas avec J.D. Bibi. Bibi, il ne parle pas avec J.D., Bibi parle avec Marco. Ça rend J.D. nerveux. Ça le rend nerveux parce que Marcos est le secrétaire d'État. C'est comme un ministre des Affaires étrangères, mais il est en dessous de J.D. TAC. Israël refuse de parler avec J.D. Il ne veut pas lui parler. Cela conviendrait encore plus à J.D. On lui dit qu'il faut un cessez-le-feu immédiat au Liban. Et Israël répond « D'accord, que le fasse aussi Hezbollah ». Israël connaît déjà cette histoire. Israël connaît déjà les détails de quand Hezbollah sort et dit qu'il va y avoir un cessez-le-feu dans l'heure qui suit. Il va être rompu. Donc cela ne le dérange pas d'accepter. En fait, cela l'intéresse. Je reviens. Hezbollah ne lance pas d'attaque, Israël reste là où il est, et dans les zones où il opère actuellement, il continue d'opérer pour détruire l'infrastructure terroriste. Israël a cessé de bombarder en dehors de ces zones, mais bien sûr, l'Iran est désespéré. C'est ici que la carte entre en jeu. Famille. Passons à la carte. L'Iran agit de manière désespérée. Il essaie de sauver le Hezbollah de la débâcle. La base d'opération, le centre de commandement du Hezbollah dans le sud, est sur le point de tomber. Pendant 12 ans au nord de Beaufort. Sur la colline suivante, à Al-Tajer, sur celle que nous voyons ici, juste en dessous. Le centre de commandement du Hezbollah y est enterré. Et Israël le sait. Ils ont la montagne encerclée. Ils sont déjà dans certains tunnels. Et à l'intérieur, il y a un nombre important de terroristes du Hezbollah piégés. Ils ne peuvent pas sortir. Il est vrai qu'Israël a du mal à entrer. Hezbollah appelle l'Iran. Nous avons besoin d'une aide immédiate. Vous devez arrêter l'avancée d'Israël. L'Iran répond « Allons-y ». Il affirme qu'il n'y aura ni cessez-le-feu ni accord tant qu'Israël restera au Liban. Pression maximale. Et Israël dit « Je ne bouge pas d'ici ». Un cessez-le-feu me va, mais je garde cette zone. Je l'emporte dans ma tombe. Si je pars du Liban, je le détruis. Et Jadi regarde, stupéfait, ce qu'il pensait être l'atout qui le mènerait à la Maison-Blanche. Avec la négociation de la paix avec l'Iran, avec la baisse des prix du pétrole, cela va maintenant devenir son pire cauchemar. Maintenant, Jadi est la marionnette de la République islamique d'Iran. Il est à sa merci. Que Jadi arrive ou non à la Maison-Blanche dépend de cela. Je veux que vous mettiez une image là-dessus. Vous voyez cette butte ici? Vous voyez cette autre ici? Regardez cet endroit. Regardez. Nous allons maintenant ailleurs. Je vais vous en montrer un autre. Nous allons en Iran. Complexe de Natanz.
La célèbre montagne où les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas entrer. Remarquez quelque chose. C'est le volume de terre déplacé de l'intérieur de la montagne. Les restes de la foreuse. Les restes de la construction souterraine. Qu'on peut voir à cet endroit. Et à cet autre endroit, eh bien, si cette construction que nous voyons là, à l'intérieur de l'Iran, est monstrueuse, qu'y a-t-il là-bas? Sur cette colline. Quand nous commencerons à regarder les vidéos des tunnels à l'intérieur de cette colline, nous allons halluciner. Cette colline, c'est ce que nous voyons ici. C'est l'espoir de Netanyahou pour gagner quelque chose dans cette guerre. Une montagne va se transformer en une ballon d'oxygène pour survivre. Ce que vous entendez. Petit coquin, la quantité de structures qui sont en train d'être construites. Camouflées parmi les maisons de civils. Silos de missiles enterrés. Installations souterraines. Zones fortifiées. Cela ressemble à la forteresse. Toute cette zone ici. Tous les accès. Camouflés parmi les arbres. Il y a les entrées et les sorties de ce véritable labyrinthe. Maintenant, un problème, si Israël continue de faire pression ici, il rompra le cessez-le-feu. Il ira même jusqu'à tirer. Peut-être qu'il ne visera pas Israël. L'Iran n'est pas stupide, même si parfois nous pensons que c'est le cas. L'Iran pourrait attaquer le sud du Liban. Il n'attaquerait pas le territoire israélien, il attaquerait les troupes israéliennes dans le sud du Liban. Il peut le faire. Encore plus de travaux de terrassement là-bas. Pourquoi cet endroit est-il si important? Il y a un projet pour relier la vallée de la Beka. Avec cette montagne, un tunnel en construction dans cette zone. Vous le voyez là. Et il va passer sous le Litanie. Et sortir de l'autre côté. Cela donnerait au Hezbollah une autoroute pour faire passer des armes depuis la Syrie, en provenance d'Iran. C'est pourquoi cette montagne ici est si importante pour Israël. Avoir le contrôle de cette zone. C'est la sécurité de l'État d'Israël dans les prochaines années. Beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent en se produire. Ils peuvent forcer Israël à partir. Ce serait une défaite pour Bibi, et Bibi n'est sûrement pas prêt à accepter cette défaite. Qu'est-ce que Netanyahou disait l'autre jour? Parce que l'autre jour, il a fait une déclaration très émouvante pour le peuple d'Israël. Pendant cette tempête, avec tout ce qui se passe, que disait Bibi? Nous allons le voir en direct. Famille, nous avons besoin de beaucoup de likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.
Des choses importantes se passent à nouveau avec la censure. Nous sommes en ce moment 12 000 personnes. Vos likes sont super importants en ce moment. Nous n'avons que 4 000 likes contenu gratuit. Vous le savez déjà. Nous ne faisons pas de distinction entre abonnés et non abonnés. Contenu gratuit? Votre adhésion à la chaîne aide beaucoup. Continuons à grandir chaque jour. Bibi. Le peuple d'Israël rentre chez lui. Le peuple d'Israël est rentré chez lui. Et le peuple d'Israël restera ici pour toujours. Dites Bibi. Il va rester pour toujours. Parce que c'est notre patrie. C'est notre terre. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus au lieu d'où nous venons, sur le chemin que nos ancêtres ont parcouru. L'administration des États-Unis n'est pas entièrement mauvaise. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Oukabi Joukabi, aurait dit quelque chose d'assez intéressant. Nous avons par ici l'anéantissement de chaque juif sur terre. Eh bien moi, je ne déteste personne. Et sûrement, je ne déteste pas les juifs. Ma propre foi chrétienne est construite sur la fondation juive. S'il n'y avait jamais eu de juifs, il n'y aurait pas eu de christianisme. Et si le judaïsme n'avait jamais existé, il n'y aurait pas eu de christianisme. Sans la base judéo-chrétienne, il n'y aurait ni civilisation occidentale, ni États-Unis. Ambassadeur Mike Joukabi. Attirer l'attention. En attendant, JD, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bien que l'Iran ait de nouveau fermé le détroit d'Ormuz et ait ordonné aux navires de ne pas passer, JD essaie de sauver sa peau. Quoi qu'il en soit, ils l'ont acculé. C'était il y a un moment sur Fox News. L'association, et nous restons dans une délicate danse diplomatique. Nous n'avons même pas encore entamé la véritable danse diplomatique. Je voudrais vous poser une question sur l'état actuel. Je veux te poser une question sur la situation actuelle, sur ce qui se passe en ce moment. Le journal rapporte que les vestiges Il a été rapporté que de la marine iranienne ce ne sont pas des gens au hasard, ce n'est pas des gens au hasard, c'est la garde révolutionnaire, mais sur Fox News, ils veulent donner un petit coup de pouce à JD. Ils veulent lui donner un petit coup de pouce. Il a été rapporté que certains membres au hasard de la marine iranienne, are turning ships back in. ils ont renvoyé des navires dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que d'après votre compréhension D'après votre compréhension, votre connaissance du protocole d'accord, est-ce une violation du protocole d'accord? c'est une violation du mémorandum. Non, est-ce que c'est une... Et si ce n'est pas le cas, Est-ce un problème? problème, hein, et est-ce un problème? Si c'est le cas, et si c'est le cas, Quelle devrait être la réponse? Et si c'est le cas, quelle doit être la réponse? à ce stade, Et à ce stade, les négociations, dans les négociations, s'il la viole, oui, il la viole. JD ne sait pas quoi dire. Donc je suis sceptique quant à ce reportage. Je suis sceptique à propos de ces rapports. 10 JD dit qu'il ne croit pas vraiment qu'ils aient fermé le détroit d'Ormuz. Ou du moins de certaines conclusions possibles. Mais laissez-moi expliquer, 10. Il peut y avoir plusieurs conclusions possibles. Que non. Et non. Il dit, Laisse-moi t'expliquer ça. c'est assez important. Il dit que c'est assez important. Donc en ce moment, le détroit d'Ormuz, un passage maritime de 20 miles, Il dit qu'en ce moment, le détroit d'Ormuz fait 21 miles de large. est un point d'étranglement pour tout ce pétrole et ce gaz. C'est un point d'étranglement pour tout ce pétrole et ce gaz. Savent que ces détroits sont remplis de mines. Il dit que le détroit a beaucoup de mines à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde dans le détroit d'Ormuz. Je viens de dire, nous avons sorti 16 millions de barils du détroit de 10. Comme je l'ai dit, nous avons sorti 60 millions de barils. Ormuz, rien que ces dernières 24 heures, Au cours des dernières 24 heures, c'est essentiellement là où c'en était avant même que la guerre ne commence. il dit que c'est essentiellement presque la même chose qu'avant le début de la guerre. Donc cela suggère que les détroits sont vraiment ouverts. Mais cela suggère que le détroit est vraiment ouvert. Maintenant, ce que je croirais,
Il dit, moi, ce que je vais croire. C'est que si un navire s'approchait d'un champ de mines, soit le nôtre, Oui, un navire s'approche d'un champ de mines, peut-être ou près de notre flotte, ou la flotte de quelqu'un d'autre. Eh bien, si l'Iran n'a pas de marine, les autres pays que l'Iran qui se trouvent dans la région pourraient dire non, n'y allez pas. les Iraniens pourraient se dire, n'y allez pas. Il y a des mines là-bas? Parce qu'il y a des mines là-bas. Et ce que le protocole d'accord prévoit, c'est un minage de 30 jours, Pardon, esprit, non, mine, excusez-moi. une période où nous déminons les détroits, où nous ouvrons le trafic là-bas, mais non, nous ne voyons aucune preuve, dit. Je ne vois aucune preuve Les Iraniens ferment toujours le détroit d'Ormuz. que les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz. Déminer ces mines prendra du temps, cependant. Il dit que c'est une question de mine. Voyons ce que les Iraniens ont dit à nouveau. Enregistrement d'aujourd'hui. C'est excellent. Merci de m'aider avec la traduction, la famille. Vous savez bien que je suis très mauvais en anglais. Merci de m'aider. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Amen. Attention, attention, attention. C'est la marine du CEPA. La garde révolutionnaire d'Iran. Nouveau dans la famille d'Anand et la violation de... Pour les violations du mémorandum. Le cessez-le-feu. Après, Le détroit d'Ormuz est fermé à tous les navires. Encore une fois, il est souligné que les données pour Moab sont fermées. j'insiste sur le fait que le détroit d'Ormuz est fermé. Merci. Goland, Lund, Kamparansk, Brest-Goland. Kamparansk, c'est incroyable. Voyons voir. JD dit que non, c'est parce qu'il y a des mines. Si un navire s'approche d'une zone où il y a des mines, ils veulent éviter une catastrophe. Mais voyons, JD écoute bien ce qu'il dit. Attention, attention, attention. Ici la garde révolutionnaire d'Iran. La violation, la force aérienne, la violation. En raison des combats au Liban, ce qui constitue une violation De la commission sur le cessez-le-feu force aérienne. de l'accord de cessez-le-feu des États-Unis. Le détroit d'Ormuz est fermé. Rien n'est mentionné sur les mines. Rien n'est dit sur les mines. Il est piégé. JD a été capturé. Texting. Il est piégé. Ils lui ont fait la 1340. Regarde JD. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. C'est incroyable. Il ne peut pas dire maintenant que c'est fermé parce que ce serait la fin de sa carrière politique. D'abord, Rachel, je suis très confiant que nous pouvons maintenir le cessez-le-feu. J'ai toute confiance que nous pouvons maintenir le cessez-le-feu. Je ne sais pas s'il y a une divergence d'objectifs ou parfois... Je ne sais pas s'il y a d'autres objectifs ou si nous n'avons pas dévié d'autres objectifs. divergence sur comment atteindre ces objectifs. Je ne parle évidemment pas au nom du gouvernement israélien. Il dit « Je ne veux évidemment pas parler au nom du gouvernement israélien. » Encore une fois, JD continue d'attaquer Israël. D'abord, Rachel, je suis sûr que nous pouvons maintenir le cessez-le-feu. Je ne sais pas s'il y a divergence d'objectifs ou seulement sur la façon de les atteindre. Évidemment, je ne veux pas... Il dit « Parfois, il s'agit de la manière d'atteindre les objectifs. Je ne parle pas pour le gouvernement israélien. Je veux parler de... Je ne parle pas au nom du gouvernement israélien. Il est piégé. Il est complètement piégé. Il est piégé. Regardez à quel point il est piégé. Regardez, il s'accroche toujours. Bien sûr, c'est comme si tu étais au bord d'une falaise et que tu tenais une barre de métal. Si tu la lâches, tu tombes. Et la barre devient de plus en plus chaude et tes mains sont en train de brûler. Mais tu continues à t'accrocher et tu penses que la barre est de la glace, pas du feu. Eh bien, la glace aussi, ça brûle. Et des milliers de personnes ont aussi perdu la vie. As-tu un message pour les chrétiens au Liban? As-tu un message pour les chrétiens au Liban? Eh bien, Je dirais simplement à ces chrétiens au Liban,
Il dit, je vais dire à ces chrétiens au Liban, gardez votre foi en Jésus-Christ et Gardez votre foi en Jésus-Christ. sachez que vous avez beaucoup de bonnes... Amis aux États-Unis, Avez-vous de bons amis aux États-Unis? gouvernement qui essaie de promouvoir la paix dans la région. Ils cherchent à promouvoir la paix dans la région. Le problème fondamental pour ces chrétiens, ce sont Le problème fondamental pour ces chrétiens, les chrétiens subissent tant de violence à cause du Hezbollah, groupe terroriste, c'est que le groupe terroriste Hezbollah est une... organisation qui a effectivement pris le contrôle d'une affaire au Liban. Parfois, ils se battent contre les Israéliens, bien sûr. Il dit, parfois le Hezbollah se bat avec les Israéliens. Cela signifie que les Israéliens vont répondre en légitime défense. Cela veut dire que les Israéliens vont répondre en légitime défense. Ce conflit latent subsiste, mais la situation s'est nettement améliorée récemment, Rachel. Il dit qu'en vérité, ils s'en sortent mieux ces dernières semaines. Ces 2 dernières semaines, grâce au président et au secrétaire Rubio, Grâce au travail du président et du secrétaire Rubio. Observe comme il veut impliquer Rubio. et de beaucoup d'autres membres de l'administration, mais parfois la paix prend un peu de temps. Il dit, mais parfois la paix prend du temps. C'est ce vers quoi nous travaillons. Il dit que c'est ce sur quoi nous travaillons. La situation au Liban s'est aggravée depuis des semaines. C'est pire. Drones à fibre optique, fusées, drones long distance. Des soldats meurent, des citoyens israéliens blessés. Il est piégé, c'est-à-dire en ce moment, la tenaille qu'ils viennent de lui faire est vraiment incroyable. Ce type est aujourd'hui un cadavre politique. À qui peut bien venir une telle idée? Je le dis sérieusement. À qui peut bien venir une telle idée? Associer, lier ton destin ou ton avenir politique à celui de l'Iran. C'est insensé. C'est insensé. Regarde. Eh bien, les promesses sont très claires. Le premier groupe qui accepte l'échange, eh bien... Cet être de lumière, Ismaël Bagué, est porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il affirme que la première clause du mémorandum mettre fin à la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, est le pilier fondamental de l'engagement mutuel. L'Iran a respecté ses obligations, mais l'autre partie n'a pas forcé le régime sioniste à respecter le cessez-le-feu, violant ainsi l'accord. Des mesures ont été prises pour lever le blocus naval et rouvrir le détroit d'Ormuz, mais ce mémorandum constitue un tout indissociable. Une violation de la première clause remet en cause tout l'accord et, si l'autre partie n'agit pas immédiatement, le mémorandum sera sérieusement compromis. C'est peut-être pour cela que nous voyons JD attaquer autant Israël, parce qu'Israël, d'une certaine manière, lui complique la route vers la Maison-Blanche. Il lui barre la route vers la Maison-Blanche. Israël l'empêche de se valoriser en se retirant du Liban et en laissant le Hezbollah croître comme organisation terroriste. Mais il y a bien plus. Tac. Marco Rubio, qui a intelligemment évité toute déclaration à ce sujet, il regarde depuis la barrière pendant que le train de Vance déraille. Que va-t-il se passer? Quand la course politique commencera pour J.D. Vance, Marco Rubio, lors des primaires, lui dira « C'est toi qui as négocié avec l'Iran, un véritable désastre. C'est toi qui leur as donné 327 000 millions de dollars. C'est toi qui as fait un accord pire que celui d'Obama. » Et ça, Vance le sait. Cela nous laisse, évidemment, dans une position également dangereuse. Pour Marco, Vance va maintenant essayer par tous les moyens de faire tomber Marco Rubio. Il sait qu'il n'a pas pu et qu'il ne pourra pas avec cet accord iranien. Maintenant, il va essayer de le faire d'une autre manière. Au fait, quand JD disait que les Iraniens devaient changer d'attitude et arrêter d'être des psychopathes, des cartels, d'aujourd'hui même à Téhéran, des feuilles de recrutement pour devenir membre du Hezbollah. Pour la première fois dans l'histoire,
Le Hezbollah recrute des membres à Téhéran. Israël doit faire quelque chose qui oblige les Iraniens à envoyer du personnel directement d'Iran au Liban. Selon l'armée israélienne, ses forces ont mené des combats aussi bien en surface qu'à l'intérieur des tunnels. Certains réseaux de tunnels de la montagne ont été pénétrés. Mais il y a autre chose. Nous commençons déjà à voir la clarté sur l'avenir de Moshava. À gauche, l'ancienne signature de Moshava Khamenei, à droite, la signature actuelle. Elles ne se ressemblent pas du tout. Le régime iranien, lorsque les gens ont commencé à remarquer que la signature de Moshava sur le document n'était pas celle de Moshava, a changé sur tous les réseaux et documents l'ancienne signature de Moshava. Moshava n'est peut-être pas en vie ou il n'est pas en mesure de signer quoi que ce soit. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. L'Iran n'a pas de leader. Et le leader, c'est Ghalibaz Bajili. La chute du régime est proche. Ce régime a besoin d'un leader. Religieux, pas militaire. Religieux. S'il n'y a pas de guide spirituel de la paranoïa, oui. Il n'y a pas d'avenir. Il faut comprendre quelque chose. La philosophie militaire de l'Iran est basée sur la théologie islamique du chiisme, radical. S'il n'y a pas la figure paternelle d'un leader qui est en contact direct avec Dieu, qui est considéré comme un homme saint et béni par Dieu, le régime ne fonctionne pas. Il n'y a pas de Mahdi. Il n'y a pas de fin du monde. Il n'y a pas d'enfer pour les infidèles non plus. Eh bien, c'est peut-être exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, et nous ne le savons pas. C'est ça. Famille. Allons lui dire bonjour, voyons voir, voyons s'il est par ici. Un salut. Voyons si nous pouvons faire venir un invité de dernière minute. Je ne sais pas s'il est là, je viens de voir son message ici. Qu'il me pardonne. Famille, quand je me mets à ça, je ne regarde pas beaucoup la ligne interne, je n'ai pas accès à tout. On va voir, famille. On va voir. Je ne sais pas si c'est par ici, si c'est là. Voyons si c'est là, je vais essayer de contacter Ariel. Une seconde. Je vais l'appeler. Nous allons appeler Kanievski. Voyons, une seconde. Kanievski, il ne t'écoute pas. Tu peux venir? Il envoie déjà le lien. Il vient avec Kanievski. D'accord. Il vient avec Kanievski. C'est bon. Vous ne l'avez pas entendu, mais moi si. Kanievski vient, donc Ariel aussi. Voyons ce qu'il pense de la fervence. Voyons ce qu'il en pense. Il doit bien avoir une opinion. Faites attention quand Ariel va arriver maintenant. Il est en train de sortir Taco. Il arrive déjà? Il arrive déjà? Il est déjà en route. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, passons au super chat. Moi, cette série que je vous ai programmée ici sur Netflix, de JD acculé. Est-ce qu'on se trompe ou peut-être qu'il y a un peu de vérité là-dedans?
Un point de ce que nous venons de montrer pourrait-il être réaliste? Merci. C'est une façon d'écarter J.D. Vance. C'est lui qui a voulu faire carrière contre Donald J. Trump à la Maison-Blanche. Ça, Trump ne le pardonne pas. L'arbre qui n'est tordu ne redresse jamais son tronc. Il n'y aura pas d'accord conclu. Merci à Estratégias pour tes analyses informatives. Pour nous, Alejandrina Garcia. Merci beaucoup. Brute, j'ai vu beaucoup de gens vouloir une chose et obtenir une autre. Tu crois? À lui. Salutations Estratégia de Mexico. Je suis Mariana Vallée. Que s'est-il passé avec l'accord de paix États-Unis-Iran? Il a échoué à cause de J.D. Vance. C'est un accord. Ce n'est pas un accord. C'est un mémorandum pour négocier. C'est-à-dire, on a 60 jours, en fait en ce moment même, ils voyagent à Genève. Et Arashi, non. Oui, Arashi est en route pour Genève en ce moment même. Avec le Premier ministre du Pakistan. J.D. part aussi avec Witkoff à Genève. Ils voyagent en ce moment même pour essayer de sauver cela. J.D. s'est attaqué au pays de Dieu. Il paiera. C'est ce que dit Bull. Précisément comme ça. Je le répète, Trump est sous pression, mais il n'abandonnera jamais Israël. Tout cela fait partie d'un plan. Israël ne sera pas seul. Je pense que J.D. a fait une erreur. Et cela profite à Marco Rubio. Que sait-on de l'avion de la fin du monde? Stratégie. Je ne le sais pas. Il doit être dans les parages, en train de tourner en rond. J.D. est tombé dans le piège et paiera pour avoir tenté de monter Trump contre Israël. Rubio ne le permettra pas. Moi, la phrase de Donald J. Trump, les Cubains aiment l'or, quand on lui demande si cela plaira au prochain président à la Maison-Blanche. Je pense, ou c'est mon impression qu'il parie directement sur Marco Rubio. Je ne pense pas que J.D. ait des origines cubaines. C'est favorable à Marco Rubio. L'accord n'a pas été conclu, et que fera Donald Trump maintenant? Blâmer J.D., s'il l'a dit, et il dit « je vais blâmer J.D. ». Si ça ne marche pas, c'est la faute de J.D. J.D. est celui qui a bougé. J.D. est celui qui parle avec eux. Moi, je ne parle pas avec eux, c'est J.D. J.D. ne voulait ni la guerre, ni la destruction de l'Iran pour une arme nucléaire. Moi, oui, J.D. non. Nous avons suivi la voie diplomatique voulue par J.D., mais nous avons échoué. Nous attaquons l'Iran. En tant qu'Américain républicain, je suis déçu par la façon dont Trump et ses proches ont traité Israël. Anthony J. Je ne veux pas l'être. Ces jours-ci, j'ai été dur avec Donald J. Trump. Je l'admets et ne le regrette pas. J'assume mes propos. Mais quand il y a une blessure, au début, la blessure saigne beaucoup. Mais ensuite, la blessure commence à se refermer et tu vois comment les choses évoluent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes revenus à la réalité les yeux ouverts et moi, c'est terrible. Parce que ça l'est. Parce que c'est une situation très grave. Mais maintenant, je le vois. Pourquoi est-ce que je le vois différemment? L'Iran ne respectera jamais les accords signés. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas une grande préoccupation pour moi. Je crains que l'Iran n'obtienne une arme nucléaire pendant cette période, ce qui changerait complètement la donne. Maintenant, si la situation évolue comme elle est en train de le faire, se débarrasser de Jadi n'est pas rien pour Israël. Nous allons voir. Nous allons l'accueillir dans une seconde. Je crois qu'il est déjà là, monsieur Ariel Kanievski. Le voilà. Ariel Kanievski, bonsoir. shalom, shalom. Tell sales double. Voilà, nous n'en avons plus qu'un seul. Je sors en double. Ça y est. Dans une seconde, on va changer la vidéo de fond. Comment ça va, Taco? Comment ça se passe? Tout va bien. Très bien. Ici, tout le monde va bien. On profite de l'accord, de la nouvelle paix, de la nouvelle réalité. Il y a la paix, il y a la paix. Donc tout va bien. Il n'y a aucun problème. Le monde est un endroit où l'on est heureux. Plus de missiles ni de bombes nucléaires, tout est fini. Il n'y a pas de terroristes du Hezbollah, aucun soldat israélien ne meurt, il ne se passe rien ici. Il ne s'est rien passé. Rien. Rien de grave, rien de grave. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? De quoi parles-tu? Qui doit-on critiquer aujourd'hui? Non, écoute, aujourd'hui j'ai proposé la chose suivante, Ariel. L'avenir de J.D. Vance est lié au fait que cet accord aille de l'avant.
Si cet accord échoue à la Maison-Blanche, les portes se ferment pour lui. Comment tu le vois? Si. Oui. En partie. Parce que tu dois tenir compte qu'il y a énormément de gens qui, quoi qu'il arrive, vont continuer à soutenir J.D. Vance, parce qu'au sein du Parti républicain, il y a beaucoup de gens qui pensent comme J.D. Vance. Le Parti républicain est divisé à ce sujet, et même depuis le début. Non, ce n'est pas un sujet récent. Dès le 28 février même, il y avait des gens au sein du Parti républicain, lui y compris. Il est l'un d'eux, que nous savons qu'il s'est opposé dès le début à lancer cette guerre et à l'alliance de Trump avec Israël. Et aussi des personnes très influentes. Mais lui, il représente l'aile, voyons, vous là-bas vous connaissez sûrement mieux le sujet, il représente l'aile antisémite du Parti républicain. C'est-à-dire, c'est là qu'il se trouve. Oui, non, je ne le dirai pas tout à fait comme ça. Il y a Tucker Carlson et d'autres qui sont contre Israël. Oui, lui, oui. Non, je ne sais pas si j'utiliserais le mot antisémite. Ça me paraît trop. C'est fort. Mais lui, jamais. Pas moi. Lui, il n'a jamais critiqué l'Iran, il n'a jamais critiqué le Qatar, il n'a jamais critiqué... Il a critiqué Israël. Oui, non. Aujourd'hui, il a dit quelque chose où il a raison. C'est que toute critique d'Israël n'est pas forcément antisémite. Et je n'ai jamais entendu J.D. Vance faire un commentaire qu'on pourrait qualifier d'antisémite. Ce qui est vrai, c'est que J.D. Vance fait partie d'un courant politique du Parti républicain où il y a aussi des antisémites, comme ce clown que tu viens de mentionner, dont j'oublie toujours le nom. Comment il s'appelle? Carson. Oui, lui. Celui-là, même s'il essaie un peu de camoufler son antisémitisme, je ne le suis pas, ça m'est égal ce qu'il dit, mais c'est évident qu'à un moment donné, ça ressort, non? Tu l'entends dans le fil d'actualité. Oui, tu l'as là. Et les choses qu'il dit sont assez fortes. Il essaie un peu de camoufler son antisémitisme, mais il n'y arrive pas. Ceux d'entre nous qui font ça depuis longtemps se rendent compte qu'il y a là un antisémitisme évident qu'il essaie simplement de cacher. Le problème, c'est que de nombreux membres du Parti républicain le soutiennent et continueront à le faire. Pour que les gens comprennent, sûrement, je ne suis pas le plus grand expert en politique intérieure américaine. Je pense qu'il faudrait inviter quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour expliquer un peu ces sujets, ces dynamiques internes qui se passent au sein du Parti républicain. Mais ce qu'on dit ici en Israël, c'est que ces gens-là, celui que tu montres à l'écran maintenant, J.D. Vance et quelques autres, représentent l'aile d'extrême droite du Parti républicain. Il peut aussi y avoir des gens qui ne comprennent pas bien ce concept. Il peut y avoir des gens en ce moment, je ne vois pas le chat parce que je n'ai que l'écran que tu partages avec moi via le lien, mais je suis sûr que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on le qualifie d'extrême droite, surtout si on le compare à d'autres personnes, comme par exemple le sénateur Graham ou par exemple Ted Cruz, qui sont beaucoup plus militants contre l'Iran, et cela pourrait sembler être le contraire. Mais en réalité, non. En réalité, tout cela, Trump, Graham, Ted Cruz ressemblent beaucoup à de nombreux démocrates qui, au cours des dernières décennies, ont soutenu l'État d'Israël. Et en revanche, ce genre de personnes, J.D. Vance et tout son petit groupe, représentent un groupe de ceux qui disent vraiment l'Amérique d'abord et rien d'autre. C'est-à-dire pas l'Amérique d'abord et ensuite quelqu'un d'autre. Non, l'Amérique d'abord. Autrement dit, c'est la seconde option. L'ultrapatriotisme, c'est ne s'occuper que de mes propres problèmes et si mes alliés ont des problèmes, ils se débrouilleront tout seuls. C'est à cela que fait référence l'ultra-droite. L'Amérique est seulement l'Amérique. Exactement. L'Amérique est seulement l'Amérique, quoi qu'il en coûte, et que chacun se débrouille, peu importe. Et si l'Ukraine a un problème, Zelensky se débrouillera tout seul. Et si Israël a un problème, il se débrouillera tout seul. Bon, Trump est aussi dans cette logique, mais pas autant. C'est-à-dire pas à ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Et en fait, toutes les choses que Donald Trump a faites ces dernières années montrent qu'il a été un grand allié d'Israël. Mais bon, ces derniers jours, voire semaines, il fait un peu n'importe quoi. Donc, que ce genre de personnes prennent le contrôle du Parti républicain, c'est un problème. C'est un problème pour l'État d'Israël, mais c'est aussi un problème pour les alliés que les États-Unis ont dans le monde. Pas seulement pour l'État d'Israël. Pour l'OTAN, c'est une tragédie pour l'OTAN. C'est une tragédie pour le monde entier, qui, au cours des dernières décennies, a eu de bonnes relations et des relations d'alliance avec les États-Unis.
mais aussi parce que les racistes américains, les antisémites américains sont là. Ils sont là et c'est un problème grave. C'est un problème grave. Et J.D. Vance, eh bien, je le répète, je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit qui puisse être qualifié d'antisémite. Hier, quand j'ai dit au revoir à ma communauté, il y a eu des personnes qui ont eu peur. Ils ont dit, Ariel, où vas-tu? La chaîne va fermer? Où vas-tu? Les gens pensent que la chaîne va fermer et demandent tout me voir. Mais non, la chaîne reste ouverte. J'ai juste fermé la section guerre car elle est terminée. La chaîne continue et on parlera encore d'actualité. Tu crois la guerre finie, mais Israël combat encore au nord. Oui, la guerre avec l'Iran est terminée. Eh bien, La guerre avec l'Iran est terminée. La guerre entre les États-Unis et l'Iran est terminée. Et la guerre entre Israël et l'Iran est terminée. Israël est toujours en guerre avec le Hezbollah. La question de l'Iran est réglée depuis qu'ils ont signé ce mémorandum des 14 points. La guerre est terminée. et si l'Iran rompt l'accord? Les États-Unis ne vont pas retourner à la guerre. Tu imagines vraiment les États-Unis dans les prochaines semaines retourner à la guerre? Non. Après avoir tout fait en s'humiliant lui-même parce que le mémorandum, c'est une des plus grandes auto-humiliations que les États-Unis aient jamais connues dans toute leur histoire. Tu ne comprends pas que le mémorandum est critiqué par le Parti républicain et le Parti démocrate. Oui. C'est-à-dire, c'est terrible? C'est terrible. C'est horrible. C'est que c'est une chose. C'est honteux. Donc, après la terrible honte qu'ils ont subie, je n'imagine pas qu'après avoir été prêts à subir la plus grande humiliation des dernières décennies en revenant à la guerre, ils ont tout fait pour que la guerre se termine. Et c'est pour cela que j'ai dit hier que le sujet entre l'Iran et les États-Unis est réglé. Il faudrait qu'il se passe quelque chose de vraiment grave, vraiment grave. Il faudrait qu'il se passe quelque chose pour que les États-Unis attaquent à nouveau l'Iran. La chose la plus proche à laquelle je peux penser comme une possible réalité ou un scénario, c'est que les États-Unis redonnent la permission à Israël, comme cela s'est passé lors de la guerre des 12 jours, d'attaquer seul. Mais je ne le vois pas non plus à court terme. Et ce que je vois, c'est que dans le futur, dans un an et demi, je ne sais pas quand, Israël va devoir refaire quelque chose en solitaire. Parce que tu crois vraiment qu'à présent, l'Iran ne va pas continuer avec son programme nucléaire, alors qu'il le faisait déjà avant sans argent, et maintenant on leur ouvre toutes les possibilités et toutes les facilités économiques, on va leur débloquer des milliards de dollars. À quoi vont-ils les consacrer? À quoi vont-ils les utiliser? Hier, j'étais stupéfait en te regardant en direct. Et quand tu as dit que le montant que les États-Unis ont donné à l'État d'Israël depuis 1948, si on additionne tout avec l'inflation et le reste, ça fait 327 milliards de dollars. Avec l'inflation? Avec l'inflation. Mais si l'on regarde les chiffres bruts, c'est entre 150 et 170 milliards. La moitié? La moitié de ce que l'Iran va recevoir en une journée. Parce que oui. Mais un jour? Parce que oui. Mais pour que les gens comprennent, ce n'est pas l'argent de l'Iran. Parce que des gens peuvent venir, ceux qui argumentent peuvent venir et dire non. Mais ces milliards, 12 000, 24 000, 100 000, il y en a qui disent que c'est de l'argent iranien. Ce n'est pas gelé à cause des sanctions. Non, ce n'est pas ça. Ça, ils vont aussi le recevoir. Ça, ce sont les 27 000, ce sont les 27 000. Certains disent que ça atteint 100 000, je l'ai vu quelque part, mais ce n'est pas grave. Peu importe les 27. Voilà, les 24, 25, c'est 27 milliards, c'est rien. Juste de la monnaie, tu vas manger au restaurant, c'est ce qu'on te rend dans le shawarma Shimoni. Bien sûr, maintenant tu sais combien d'argent les États-Unis donnent à leurs alliés étrangers en aide chaque année. Les États-Unis à Israël pour qu'ils achètent des armes américaines, parce que cet argent doit être dépensé dans l'industrie américaine, bien sûr. Bien, tu sais combien c'est cet argent? Alors combien est-ce ce montant? Ça ne dépasse pas les 3 milliards de dollars par an. Chaque année, l'Iran va recevoir entre 20 et 30 milliards de dollars en fonds débloqués à cause de la levée des sanctions. C'est énorme, mais on ne parle pas de cet argent, on parle d'un cadeau. Les États-Unis, sans même avoir négocié le programme nucléaire ni rien, c'est qu'ils n'ont rien fait, sans s'être engagés à quoi que ce soit, plus qu'à revenir à la situation qui existait avant le 28 février, ce qui ne semble même pas être le cas, car il semble maintenant qu'ils ont de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire? Tu te rends compte que ces types, 2 jours après avoir signé l'accord, parce qu'ils en ont envie,
Parce qu'ils se rendent compte que maintenant, ils ont l'arme de l'apocalypse entre les mains, ils referment le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, Tu sais ce qui manque à ces types? Il ne leur reste plus qu'à dire que le détroit d'Ormuz est fermé jusqu'à ce que nous libérions Jérusalem. Jusqu'à ce que les Juifs quittent Jérusalem, nous fermons le détroit d'Ormuz. Maintenant, au moindre prétexte, ils vont fermer le détroit d'Ormuz, parce qu'on leur a déjà dit que la seule chose qui compte, c'est que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Le pire que les États-Unis pouvaient faire, ils l'ont fait du point de vue de la négociation, et le meilleur que l'Iran pouvait faire, ils l'ont fait aussi. Du point de vue de la négociation, et cet argent, ces 300 milliards de dollars, c'est un cadeau juste pour les beaux yeux de Kalibaf et d'Arachi. Ils vont leur offrir 300 milliards de dollars. Les États-Unis affirment que l'argent ne viendra pas d'eux, mais tu as déjà vu le mémorandum. Ce que disent les États-Unis, c'est qu'ils vont créer avec leurs alliés un fonds d'au moins 300 milliards de dollars. D'où viendra l'argent? En quoi cela me concerne-t-il? Je sais d'où va venir l'argent. L'argent va venir du Qatar et de ces pays-là. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est les États-Unis qui cautionnent cela de leur signature. que cet argent arrive à l'Iran. Non, ils ont financé une organisation terroriste. Bien sûr. Bien sûr. C'est terrible, c'est terrible. Trump vient juste de mettre ça. Il dit qu'il n'y aura pas de péage à Hormuz pendant 60 jours et qu'après ces 60 jours, il n'y en aura pas non plus. Regarde comme eux-mêmes commencent déjà à se rendre compte que c'est une folie ce qu'ils viennent d'accorder à l'Iran. Et cela n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, ce dimanche, ils se réunissent, mais pourquoi dit-il demain oui? Parce qu'à moins qu'il se passe quelque chose ce soir au Liban, alors ces types vont vouloir se donner de la dignité et vont dire « Nous annulons notre voyage en Suisse ». D'accord. Aucun problème. Demain, en principe, ils se réunissent pour commencer. Non, ils ont déjà signé. Ils vont peut-être faire semblant de signer en face à face, mais ils vont commencer à dialoguer pendant les 60 jours. Pourquoi dit-il cela? Trump dit cela. T'as vu les 14 points du mémorandum? Il y a un point qui dit que pendant les 60 premiers jours, les États-Unis lèvent le blocus et l'Iran lève le blocus. Et pendant ces 60 jours, il n'y a pas de paiement, mais après ces 60 jours, il n'est pas clair ce qui va se passer. Et le mémorandum dit que ce qui va se passer ensuite sera négocié. Ils ont l'intention de faire payer. Mais bien sûr, mais c'est pour ça, mais tu dois savoir que les États-Unis ont signé un mémorandum où il y a un article qui dit que le détroit d'Ormuz sera ouvert gratuitement seulement pendant 60 jours et ensuite on verra. C'est de la folie. Ils ont signé ça et je te donne 327 milliards avant même de négocier. Au minimum, c'est signé. Alors quand tout sera négocié, combien vont-ils demander? Je ne sais pas, parce qu'au minimum, l'Iran a déjà obtenu au moins 327 milliards. Au minimum, juste pour s'asseoir. Pour signer, c'est même pas pour s'asseoir, tu vois, même pas pour s'asseoir, pour signer le papier. 60 jours. 60 jours nous ont coûté 327 000. Exactement. Famille, les gens qui disent que le pétrole a augmenté de prix, ça ne nous a pas coûté 327 milliards de dollars pour ouvrir 60 jours. Non, non. N'allez pas maintenant profiter de l'essence bon marché, allez profiter de l'essence bon marché, parce que c'est la seule chose qui a été accomplie. Et mais remplissez le réservoir parce que dans 60 jours, ça recommence. Maintenant, je vois tout le monde avec des bidons de 5 litres aller à la station-service au lieu de... Tu te souviens, comme pendant la pandémie avec le papier toilette, maintenant les gens vont à la station-service remplir des bidons d'essence. C'est hallucinant. Ariel, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. On s'en va. Non, c'est bon, j'ai déjà fini, c'est bon. Tu veux rester? Non, mais il ne faut plus se plaindre de quoi que ce soit, il ne faut pas critiquer, il ne faut plus insulter qui que ce soit. Qui va-t-on encore insulter? Oui, c'est... Je ne sais pas. Voyons voir. Qui va-t-on insulter? Ah, JD, voyons, JD, que fait-on avec JD Vance? Pareil, non, on a été, voyons, je ne sais pas ce que tu as dit avant. Moi, j'ai été assez doux avec JD Vance, en fait. C'est toi qui l'as traité d'antisémite et moi, je l'ai défendu. Moi, je le vois comme antisémite. Je le trouve antisémite sur certains aspects. Je pense qu'il a cette personnalité. Tu as une personnalité de suprémaciste américain? Je crois que tu l'as. Là, tu t'améliores. Voilà, ça me plaît plus. Et ça. Et ça va inclure là des groupes comme les Juifs, d'autres minorités et d'autres catégories. Des gens... Les Noirs. Noirs, asiatiques. Bien sûr, c'est-à-dire, il va s'en prendre à tout le monde. Des gens qui se sont fait teindre en blond et qui s'appellent Marco. L'autre, bien sûr. L'autre jour, quand on lui a posé une question sur le sujet de Cuba, il a dit ça, demandez aux Cubains. Celui qui n'est pas cubain? Qu'il est américain, il est né en Amérique.
Il est né à Miami, il est américain, comme Marco Rubio, né aussi aux États-Unis. Il est d'origine cubaine, il est d'origine latino-américaine. Il dit la question de Cuba, demandez à Marco, c'est lui qui s'occupe des affaires des Cubains. C'est aussi le cas de Ted Cruz, non? Il est d'origine... Mais il y a quand même plusieurs sénateurs, oui, qui sont d'origine latino. Oui. Tu as Salazar, tu as plein de gens là-bas, tu te dis, bon, ce sont des hispanophones. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec eux? C'est ça. Quand les primaires entre Marco Rubio et JD arriveront, JD va arriver et il va dire « Regardez, tous ceux qui parlent espagnol, même si vous êtes nés ici, vous quittez le parti. » Voyons qui Trump va soutenir. Il faut voir qui Trump va soutenir dans 2 ans. À ton avis, qui penses-tu qu'il va soutenir? À celui qui a le plus de chances de gagner. Trump, tout ce qui importe à Trump, c'est son image. Et Trump va attendre de voir ce que disent les sondages, de voir la popularité de chacun. Il ne va pas prendre de risques avant et dès qu'il verra qui a le plus de chances de gagner, c'est celui-là qu'il va soutenir. C'est comme ça que fonctionne Trump. Eh bien, voilà où en sont les choses. Oui. Écoute, sujet parce que Trump vit. Non, parce que Trump a des points communs avec Marco Rubio, mais il a aussi des points communs avec J.D. Vance. Que se passe-t-il maintenant? Sujet Bibi, l'APID. L'APID s'en prend maintenant à Bibi disant qu'il a rompu les relations avec les États-Unis, mais l'APID disait il n'y a pas longtemps qu'il fallait aussi détruire l'Iran. Que se passe-t-il maintenant? C'est-à-dire, quel est maintenant le plan de l'opposition pour essayer de gérer la tempête? Non. Non, il y a des élections maintenant, dans 3 mois, il y a des élections. Il semble que cette semaine ou la suivante, la Knesset sera dissoute. Oui, car en Israël, nous avons aussi d'autres problèmes. En plus de la guerre, en Israël, il y a d'autres problèmes dont on ne parle généralement pas. Mais par exemple, il y a la question des ultra-orthodoxes. C'est ce que nous voyons. Que se passe-t-il sur les routes? Oui, ils causent des problèmes quotidiens, sortent sans autorisation, bloquent les routes et affrontent de la police. Des tensions internes liées au recrutement des ultra-orthodoxes compliquent la situation. Le Parlement pourrait être dissous cette ou la semaine prochaine. Les partis vont commencer à faire campagne électorale. Écoute, Bibi est dans une situation très compliquée, mais ce n'est pas parce que c'est Bibi, c'est parce qu'il est le premier ministre d'Israël en ce moment. Et Bibi doit prendre une décision, soit il décide que la guerre est terminée et il se retire aussi du Liban, ou il choisit de se brouiller avec Trump. Il doit prendre l'une de ces 2 décisions. Il ne peut pas continuer avec le statu quo trop longtemps parce qu'il se passe des choses chaque jour et on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Alors Bibi doit décider ce qu'il veut, soit se brouiller publiquement avec Trump, ce que je ne pense pas qu'il veuille faire parce qu'il a besoin du soutien de Trump pour les élections. En fait, Trump l'a dit aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as vu, Trump a dit... Tu penses que le peuple d'Israël est content de Trump actuellement? Non, bien sûr que non. Je ne sais pas, mais c'est un bon compagnon de voyage. Bien sûr que non, mais il y a beaucoup de gens qui votent pour Bibi parce que Bibi est une personne très bien connectée du point de vue diplomatique et du point de vue international. Peu importe ce que pense le peuple de Trump, peu importe ce que pense le peuple de n'importe quel dirigeant étranger, Israël n'est pas à la fête sur le plan diplomatique et le soutien public d'un dirigeant étranger à un premier ministre en campagne rapporte toujours des points, quel que soit son nom. Et Bibi a un peu besoin du soutien de Trump parce qu'il est très mal dans les sondages. En fait, Eisenkot l'a déjà dépassé. Même Bennett ne l'a pas dépassé. Un autre, resté hors des radars jusqu'à récemment, l'a dépassé. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Gadi Eisenkot, qui était chef de l'armée il y a 10 ans, qui ne me déplaît pas, mais il me semble être une bonne personne. Non, il ne sait pas vraiment être politicien, il est en train d'apprendre seulement maintenant à être politicien et il l'a déjà dépassé dans les sondages, dans l'intention de vote. Regarde. Il y a quelques mois, les sondages plaçaient Bennett en tête et beaucoup étaient très enthousiastes à son égard. Bennett est déjà retombé aussi avec cette alliance de la piété et maintenant nous avons une nouvelle figure. Oui, bien sûr, parce que la majorité de la société israélienne veut remplacer Bibi et donc pour qui va voter la majorité? Pour celui qui a le plus de chances et de possibilités de remplacer Bibi. C'est ce qui se passe. Donc je pense que Bibi va attendre de voir ce qui va se passer en vue des élections. Je pense, et je vais te donner une exclusivité ici, le 20 juin de l'année 2026, je pense qu'à mesure que nous approchons des élections, Bibi, s'il voit que non,
Je pense qu'il ne se présentera pas. Bibi se retire. Je pense que oui, je pense que Bibi ne va pas se présenter s'il sait qu'il va perdre. Mais cela doit être très clair, Par exemple, Bibi peut ne pas gagner parce qu'il y a un scénario important dont on parle parfois peu, c'est qu'Israël est une république parlementaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à la différence d'autres pays démocratiques où l'on organise des élections et si un parti n'obtient pas plus de 50% des voix, il y a un second tour entre les deux candidats les plus votés et ensuite on vote pour deux personnes. C'est ce qui se passe en Colombie, par exemple, avec un second tour. Pourquoi? Parce qu'aucun n'a obtenu la majorité absolue. Eh bien, cela n'arrive pas en Israël, comme par exemple en Espagne non plus, ou cela n'arrive pas non plus. En Espagne, il n'y a pas de second tour. Il y a des élections. Et maintenant, Il faut former des alliances pour voir comment gouverner. Et donc, tu dois passer des accords avec les Catalans, avec les Basques et avec beaucoup de monde pour pouvoir gouverner, sinon tu n'as pas de gouvernement. Eh bien, c'est la même chose ici en Israël. Eh bien, Bibi ne pourra pas former de gouvernement. Il n'y a aucune configuration, il n'existe aucune configuration dans laquelle Bibi pourrait former un gouvernement. Ce n'est pas possible. Il lui faut au moins 10 sièges de plus qu'il n'aura pas en 3 mois, surtout vu sa situation. Mais Bibi peut effectivement former un bloc qui empêche la création d'un gouvernement alternatif. Pourquoi? Parce que les anti-Bibi, sans les Arabes, n'atteignent pas les 61 sièges, qui est le minimum requis pour former un gouvernement. Le Parlement compte 120 députés. Il faut que la moitié plus un vote en faveur du gouvernement en formation. Après le 7 octobre, il n'y en a plus. Aucun parti politique sioniste sain d'esprit ne veut former un gouvernement avec les Arabes. Et donc, bien sûr, attention, ce n'est pas parce qu'ils sont arabes, non, ce n'est pas une question de racisme. Le gouvernement précédent comptait un parti arabe. Il n'y a aucun problème en principe avec les partis arabes ou musulmans. Ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'ils ne veulent former de coalition ni avec un parti arabe qui ne reconnaît pas l'État d'Israël comme État juif, ni avec les ultra-orthodoxes qui ne s'engagent pas dans l'armée. Alors ils font quelque chose qu'on appelle le pacte de ceux qui agissent. L'armée, le pacte de ceux qui servent dans l'armée, et ce sont eux qui veulent former le prochain gouvernement, ceux qui s'engagent dans l'armée. Le problème, c'est que Bibi, représentant un parti dont les membres servent dans l'armée, a une autre coalition. Qu'est-ce qui se passe? Sans les Arabes et sans les ultra-orthodoxes, ceux qui veulent évincer Bibi du pouvoir atteignent 58 sièges. Ils ont besoin de 61. Alors, certains disent, bon, on peut compter sur un soutien extérieur des Arabes pour que nous puissions simplement avoir un gouvernement minoritaire, mais ils ne le feront pas non plus, car après le 7 octobre, cette manœuvre n'est pas très populaire. Alors Bibi peut-être ne pourra pas gagner, mais il peut bloquer la formation d'un gouvernement qui ne voudra pas s'appuyer sur les Arabes. C'est ce qui peut arriver. Donc il faut voir ce qui va se passer en vue des élections. Eh bien, on verra, on y va. Je crois que Marcelo est aussi dans le coin. Qu'il bénisse toujours. Un salut à tout le monde. Merci la famille. Marcelo Kicilleski est en direct avec plus d'informations et il est juif. Il faut suivre ce dossier, même si celui de la guerre est clos, celui-ci reste ouvert. Il va poursuivre sur ce sujet, donc continuez à regarder Histoire juive. Son contenu sur l'histoire juive est très intéressant et aide à mieux comprendre ce qui se passe. Famille, on se retrouve ici sur Stratégie As Militar. Salut à tous.